Un PDG millionnaire et reclus s'agenouilla sur la tombe de sa femme, le visage ruisselant de larmes, jusqu'à ce que deux petites filles apparaissent devant lui et déclarent « Peu importe ce que dit le contrat, je veux ses actions tout de suite ». Ricardo Mendoza porta la main à son oreille, il frappa violemment son téléphone contre son bureau en marbre avec une telle force que le sol crépita. Ses yeux gris brillaient d'une fureur que ses employés ne connaissaient que trop bien. À 45 ans, il avait bâti un empire financier en piétinant quiconque osait se mettre en travers de son chemin. Il serra les mâchoires, ses jointures blanchissant contre le bois poli. Soudain, la voix de sa secrétaire trembla dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Mendoza, vous avez un appel urgent sur la ligne 2. » Il ne leva pas les yeux. « Je vous ai dit de ne pas me déranger. »« Il s'agit de votre femme, monsieur, » ajouta-t-elle, ses mots tranchant le silence comme un couteau. Carolina était décédée 3 mois plus tôt dans un accident de voiture, et chaque mention de son nom ravivait une blessure encore fraîche dans son cœur. Ricardo retint son souffle, il se leva, pâle et raide, avant de décrocher le combiné, les doigts tremblants. « Oui, monsieur Mendoza, dit-il. Je suis Pablo Herrera, votre avocat. Je dois vous voir immédiatement. Il s'agit de Carolina. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » « De quoi parlez-vous ? » « Carolina est morte, » cracha Ricardo, la voix brisée. Pourtant, quelque chose dans le ton d'Herrera grave, pressant le força à répondre à l'appel. 1 heure plus tard, Ricardo se tenait devant le bureau de Pablo, un homme d'âge mûr, lunettes sur l'arête du nez, le regard grave, imprégné de nouvelles non dites. Herrera glissa un dossier jaune sur le bureau, sa main s'attardant un instant. « Je veux que vous sachiez que moi non plus, je ne savais rien de tout cela, dit-il doucement. Le pouls de Ricardo battait fort dans ses tempes lorsque le nom d'une assistante sociale s'insinua dans la conversation. « Elle est venue me voir hier. Carolina a passé les 2 derniers mois de sa vie dans un foyer pour mère célibataire. » Le cœur de Ricardo fit un bond. « C'est impossible. Carolina vivait avec moi. » Mais l'expression d'Herrera ne trahissait aucune malice, seulement la vérité. « Apparemment pas toujours. Regardez ça. » Il ouvrit le dossier et révéla une photo floue, Carolina, visiblement enceinte, entourée d'autres femmes dans ce qui semblait être une salle à manger institutionnelle. « Ce doit être une erreur, » murmura Ricardo d'une voix caverneuse. Il prit la photo, les mains tremblantes, le regard fixé sur elle. Carolina ne lui aurait jamais caché un tel secret. Herrera poursuivit, le directeur de la maison de retraite dit que Carolina a donné naissance à des jumelles 2 filles. Ricardo sentit son univers se transformer. Il scruta le visage d'Herrera, cherchant désespérément un signe de trahison, mais n'y trouva que des regrets solennels. « Où sont-ils » demanda-t-il, la voix tendue par une colère contenue. Les yeux d'Herrera brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la tristesse. « C'est bien là le problème. Ils ont disparu des services de protection de l'enfance il y a 1 semaine. Personne ne sait où ils sont. » Ricardo se leva d'un bond, la chaise claquant derrière lui. « C'est ridicule. Si j'avais des filles, je le saurais. Je le saurais. » Il faisait les 100 pas, chaque pas résonnant d'incrédulité. Herrera se leva lentement, ôtant ses lunettes comme pour se préparer. « Ricardo, quand avez-vous eu une vraie conversation avec Carolina pour la dernière fois ? Quand êtes-vous rentré avant minuit pour la dernière fois ?» La question frappa Ricardo comme un coup de poing dans le ventre. Il se souvenait des soirées brouillées par les réunions, des dîners en silence, du vide qui s'était creusé entre eux. Il aurait bien voulu le lui dire, il insistait, mais même sa propre protestation semblait faible. Herrera posa une main sur l'épaule de Ricardo, son toucher étant ferme mais doux. « Il y a autre chose. Les filles ont été vues hier près du cimetière central, la même où l'on se rend sur la tombe de Carolina. » Ricardo laissa échapper ses jambes. Le cimetière, il y était allé le matin même, comme chaque dimanche, déposant des roses jaunes sur la pierre tombale de Carolina. Il avait été surveillé. Herrera sortit une autre photo, 2 fillettes de 8 ans aux cheveux bruns et aux grands yeux, l'une souriant timidement, l'autre fixant l'objectif d'un air de défi. « Elles s'appellent Marina et Clara », dit doucement Herrera. « Et Ricardo, elles ont tes yeux. » Ricardo les fixait, comme s'il contemplait des fantômes. Les mêmes yeux gris qu'il voyait dans le miroir chaque matin, la même mâchoire carrée et le même front large, des échos obsédants de lui-même. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Ce sont les miens. » Un tourbillon de colère, de culpabilité et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la peur le submergea. Non pas la peur de perdre de l'argent ou du pouvoir,
mais la peur d'affronter la vérité sur l'homme qu'il était devenu. Il se ressaisit, la voix froide et résolue. Trouvez-les, ordonna-t-il. Tout de suite. Herrera expira en ajustant ses lunettes. J'ai déjà des gens qui cherchent, mais vous devez vous préparer. Ces filles ont traversé tant d'épreuves. Ce ne sera pas facile. Rien n'a été facile dans ma vie, pensa Ricardo en se tournant vers la porte. Je comprends. J'ai 2 filles à retrouver. Il marqua une pause dans le couloir, un rare moment de silence. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa plus aux chiffres, aux contrats ou au profit, seulement à 2 petits visages, perdus quelque part dans la ville, ignorant que leur père les recherchait. Cette nuit-là, Ricardo n'a pas fermé l'œil. Il est resté à son bureau jusqu'à l'aube, les photos de Marina et Clara étalées sur son bureau comme des pièces de puzzle qu'il n'arrivait pas encore à assembler. À 6 heures du matin, son téléphone a sonné. Monsieur Mendoza, a dit une voix déterminée. Voici Lucia Vargas, assistante sociale au département de la protection de l'enfance. Pablo Herrera m'a donné votre numéro. Je ne l'ai pas trouvé exactement, mais j'ai des informations qui pourraient être utiles. On peut se voir ? 1 heure plus tard, Ricardo était assis dans un modeste café du centre-ville, loin de ses habitudes. Lucia apparut, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux attachés en arrière, vêtue simplement, mais le regard empreint d'une détermination farouche. Elle remuait son café en parlant. Tout d'abord, je dois te dire quelque chose. Je connaissais Carolina. Ricardo releva brusquement la tête. Nous travaillions ensemble au foyer pour mères célibataires. Je faisais du bénévolat le week-end. Sa voix, calme mais pressante, pourquoi n'est-elle pas venue me voir ? C'est une question qu'elle seule pouvait répondre, dit doucement Lucia, mais je peux te dire ce que j'ai vu. Elle ouvrit un petit carnet, sans le quitter des yeux. Carolina est arrivée en janvier, complètement seule, terrifiée. Elle avait peur, non pas de toi personnellement, mais de la vie que vous meniez ensemble. Ricardo ressentit ces mots comme des coups dans sa poitrine. Il avait été absent, consumé par l'ambition, la laissant vulnérable et seule. Elle parlait constamment de toi, poursuivit Lucia. Elle disait que tu étais brillant et que tu réussissais, mais distant, que vous viviez comme des étrangers sous la même maison. Ricardo ferma les yeux, chaque syllabe étant un reproche justifié. Lucia marqua une pause avant de poursuivre. Elle avait peur d'élever 2 filles dans un monde où l'argent comptait plus que l'amour. Tu travaillais 18 heures par jour, quand tu rentrais à la maison, tu parlais à peine. Chaque mot lui rappelait ses échecs. Il baissa la tête, la culpabilité le submergeant comme un acide. Où sont les filles maintenant ? Demanda-t-il d'une voix rauque. L'expression de Lucia s'adoucit. Marina et Clara ont été placées dans le système pendant 3 mois après la mort de Carolina. Elles ont été placées dans une famille d'accueil, mais elles ont fugué il y a 1 semaine. Pourquoi ont-elles fugué ? Demanda-t-il. Lucia hésita. La famille d'accueil ne convenait pas. Les Ramirez ont 5 autres enfants, franchement, ils étaient là pour l'argent du gouvernement. Marina et Clara sont intelligentes, elles ont vite compris. Personne d'autre ne voulait d'elles. Ricardo ressentit une pointe de remords qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une véritable culpabilité. Comment les trouver ? Il se pencha, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Lucia sourit doucement. C'est la bonne nouvelle. Je crois qu'il te cherche. Elle déplia son carnet pour révéler une petite carte dessinée à la main. Un des gardiens de la maison me l'a montré. Marina l'a dessinée il y a 2 semaines, avant de s'échapper. C'est une carte allant de la maison au cimetière central. Ricardo fixa le dessin, le souffle coupé lorsque la dernière pièce s'emboîta. C'était étonnant de voir autant de détails dans le dessin d'un enfant de 8 ans. Chaque rue sinueuse, chaque bâtiment important était esquissé, et le cimetière était marqué d'un X en gras. Savent-ils qui je suis ? La voix de Lucia tremblait, et Ricardo sentit sa poitrine se serrer. Ils le savent, répondit-elle doucement. Carolina leur a parlé, leur a montré des photos. D'après la directrice de la maison, Marina demande chaque jour quand son père viendra les chercher. Le cœur de Ricardo se serra. Clara, cependant, réagit différemment. Son regard se durcit de suspicion. Lucia expliqua que Clara blâmait tous les adultes pour ce qui leur était arrivé, à elle et à sa sœur. Ricardo y compris, sans doute. Il sombra dans un silence pesant, absorbant le poids des paroles de Lucia.
Au bout d'un moment, il demanda doucement, « Que dois-je faire ?»« Il faut d'abord les retrouver, » dit Lucia d'un ton ferme mais compatissant. « Et ensuite, tu devras prouver que tu peux être le père dont ils ont besoin. Le système ne va pas leur livrer 2 filles traumatisées simplement parce que tu as de l'argent. » Ricardo se redressa, une lueur de détermination dans le regard. « Je ne suis pas riche par hasard, Madame Vargas. Je sais comment obtenir ce que je veux. » L'expression de Lucia resta calme, inflexible. « Ce n'est pas une prise de contrôle par une entreprise, Monsieur Mendoza. Ce sont 2 enfants qui ont perdu leur mère et qui ont été abandonnés par le système même censé les protéger. Ils ont besoin de stabilité, d'amour, de patience. Pouvez-vous leur donner cela ?» Sa question resta en suspens, pesant sur la poitrine de Ricardo. À cet instant, il réalisa qu'il n'avait pas de réponse immédiate. Pour être honnête, il murmura, « Je ne sais pas, mais je vais essayer. » Lucia hocha lentement la tête, comme si cet aveu lui avait donné un peu d'espoir. « Bon, c'est un bon début. Maintenant, je crois savoir où les filles pourraient être. Il y a un parc près du cimetière où dorment beaucoup d'enfants des rues. S'ils surveillaient la tombe de leur mère, ils se cachent probablement à proximité. » Ricardo se leva et posa de l'argent sur la table. « Allons-y. »« Attends, » lui cria Lucia. « Une dernière chose, quand on les retrouvera, laisse-moi parler en premier. Tu représentes tout ce qui les a trahis, les adultes, le système défaillant, les promesses en l'air. Ils se méfieront de toi au début. Ce n'est qu'alors que tu pourras commencer à leur montrer que tu es différent, et que, eh bien, ça pourrait prendre du temps. » À leur arrivée, le parc était étrangement silencieux. Les bancs rouillés étaient vides, et les balançoires craquaient tristement dans la brise de l'après-midi, leurs longues ombres s'étendant sur le sentier usé. Ricardo et Lucia avançaient lentement, scrutant chaque recoin sombre à la recherche d'un signe des filles. Lucia désigna un petit hangar d'entretien à l'extrémité du parc, d'une voix à peine murmurée à leur approche. Derrière le bâtiment délabré, des traces d'occupation récente jonchaient le sol, une couverture sale, quelques boîtes de conserve abandonnées et, le cœur de Ricardo se serra, un petit collier orné d'une photo de Carolina. Il le ramassa d'une main tremblante, l'image de sa défunte épouse lui souriant. Sur la photo, Carolina paraissait différente au plus mince, avec des cernes sous les yeux mais il y avait dans son expression une sérénité qu'il n'avait pas vue durant ces derniers mois. « Ils étaient là » murmura Ricardo, la voix tremblante. Lucia s'agenouilla à côté de lui. « Nous avons besoin d'une aide professionnelle, » dit-elle. « Je vais appeler mes contacts au poste. » Ricardo secoua brusquement la tête. « Pas de police. On ne peut pas les effrayer davantage. Ce ne sont que 2 filles effrayées, perdues dans cette ville. Il faut les retrouver avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. » Il examina le collier de plus près et aperçut une enseigne défraîchie à l'arrière-plan de la photo, Cafeteria Esperanza. « Je connais cet endroit, » murmura Lucia. « Carolina venait ici quand on sortait ensemble. C'est à seulement 3 pâtés de maison du cimetière. » 20 minutes plus tard, ils se tenaient devant un petit café aux vitrines embuées et à l'enseigne défraîchie qui flottait au-dessus de leur tête. À l'intérieur, l'arôme intense du vieux café et du pain chaud les enveloppait comme une couverture familière. La propriétaire, une femme d'un certain âge portant un tablier à fleurs, leva les yeux et reconnut immédiatement Ricardo. « Vous êtes le mari de Carolina » dit-elle doucement, la surprise mêlée de tristesse dans ses yeux. « Elle parlait souvent de vous. La connaissiez-vous bien ?» Ricardo hocha la tête, mais son estomac se noua de culpabilité. Elle venait ici presque tous les jours pendant ces derniers mois. Elle commandait toujours un café au lait et des toasts et s'asseyait dans ce box d'angle pour écrire des lettres. La femme hésita, puis disparut dans l'arrière-boutique. Elle revint avec un carton poussiéreux. « Après sa mort, j'ai trouvé ça sur son bureau. Je crois qu'elle l'avait oublié la dernière fois qu'elle est venue. » Elle tendit le carton à Ricardo, qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une vingtaine d'enveloppes soigneusement scellées, toutes adressées à Ricardo Mendoza intactes et intactes. Ricardo sortit la première lettre de la boîte. Elle était datée de 3 mois avant la mort de Carolina. « Mon cher Ricardo » commençait-elle. « J'ai commencé cette lettre 100 fois et je ne trouve pas les mots justes comme annoncer à quelqu'un qu'on aime qu'on est enceinte alors qu'on ne sait presque pas parler depuis des mois. » Les genoux de Ricardo fléchirent. Lucia le guida vers une chaise proche. Il continua sa lecture, chaque phrase le blessant davantage. « Je sais que tu étais très occupé avec l'entreprise, et j'attendais le moment idéal pour te l'annoncer.
Mais il n'y a pas de moment idéal, n'est-ce pas? Je suis enceinte, Ricardo, de jumeaux, et j'ai tellement peur que je n'arrive pas à respirer. Son écriture tremblait sur la page. Je n'ai pas peur de la grossesse ni d'être mère. J'ai peur d'élever nos filles dans la maison silencieuse que nous avons transformée en notre foyer. J'ai peur qu'elles pensent que l'amour est aussi froid et distant que nous le sommes devenus. Ricardo laissa échapper un son guttural à mi-sanglot, mi-grognement. Il leva les yeux vers la propriétaire du café. Pourquoi ne me les a-t-elle jamais donnés, murmura-t-il, le désespoir dans la voix. Elle a dit que ce n'était pas le bon moment, répondit doucement la femme. Tu es trop stressé par le travail, disait-elle, promettant que demain sera un meilleur moment. Lucia sortit une autre lettre de la boîte, l'examina un instant et la tendit à Ricardo. Aujourd'hui, c'est ton 45e anniversaire, lut-il. Je t'ai acheté un cadeau, mais je n'ai pas pu te l'offrir car tu es rentré à 2 heures du matin et je dormais déjà ou faisais semblant. Ce cadeau était une échographie de nos filles. Je voulais te dire que le meilleur de toi vivra à jamais en elles. Ricardo ferma les yeux tandis que le souvenir lui revenait, lui, triomphant après avoir conclu le plus gros contrat de sa carrière, rentrant chez lui, ivre de victoire et de whisky, sans même remarquer Carolina qui dormait paisiblement dans leur lit. Il s'était endormi sans même lui avoir adressé un baiser de bonne nuit. Il y a plus, dit la propriétaire du café d'une voix douce mais assurée. Elle lui tendit une dernière lettre, datée du jour de la mort de Carolina. Les mains de Ricardo tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. Il lut les mots, chacun lui transperçant l'âme. Ricardo, c'est aujourd'hui. J'ai été lâche trop longtemps. Nos filles sont nées il y a 2 semaines et elles sont parfaites. Elles sont à toi, entièrement à toi. Elles ont tes yeux, ton nez, ta façon de froncer les sourcils quand quelque chose te tracasse. Je viens à ton bureau aujourd'hui. Je ne peux pas continuer à te le cacher. Nous méritons d'être une famille, même si nous ne savons pas comment. Les filles méritent de connaître leur père, et tu mérites de les connaître. S'il m'arrive quelque chose avant mon arrivée, s'il te plaît, retrouve-les. Elles s'appellent Marina et Clara. Et s'il te plaît, aime-les comme je n'ai pas pu t'apprendre à m'aimer. La lettre se terminait simplement, je t'aime, Ricardo. Je t'ai toujours aimé. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il levait les yeux vers Lucia. Elle était en route pour me voir quand elle est morte, murmura-t-il. Lucia hocha la tête, les yeux brillants. Oui. L'accident s'est produit à 2 rues de son bureau. Un silence pesant pesait sur le petit café. Ricardo réalisa que Carolina était morte en se battant pour la famille qu'elle croyait qu'il pouvait être. Il se leva, serrant les lettres contre sa poitrine. Dehors, Lucia le rejoignit sur le trottoir. Monsieur Mendoza, il faut continuer à chercher les filles. Non, dit Ricardo d'une voix creuse mais résolue. Ils me cherchent. S'ils veulent me retrouver, ils savent où je suis chaque dimanche. Il expira, résolu. Au cimetière. Je les attendrai là-bas. S'ils ne viennent pas aujourd'hui, j'attendrai demain, et après-demain, aussi longtemps qu'il le faudra. 2 heures plus tard, Ricardo était assis sur un banc devant la tombe de Carolina, la pile de lettres posée sur ses genoux comme une bouée de sauvetage. Le soleil disparaissait lentement vers l'horizon lorsqu'il entendit de légers pas derrière lui. Il se retourna, expirant d'un souffle qu'il ignorait avoir retenu. 2 silhouettes apparurent derrière un mausolée de pierre, Marina et Clara, telles qu'elles apparaissaient sur les photos de Carolina. Leurs yeux, écarquillés de peur et d'espoir, croisèrent les siens. À cet instant, Ricardo sut que sa vie avait irrémédiablement changé. Les filles se ressemblaient presque, mais plus minces et vêtues de vêtements sales. Marina fit un pas hésitant en avant. Elle était légèrement plus grande que Clara et son expression était plus ouverte, l'espoir mêlé de peur. « Es-tu notre père » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ricardo sentit sa gorge se serrer. Il força les mots, « Oui. Je suis Ricardo. Je suis ton père. » Clara recula de quelques pas, croisa les bras et plissa les yeux avec méfiance. « Où étais-tu quand maman est morte ?» La voix de Clara était plus dure que ses 8 ans, et la question frappa Ricardo comme un coup de poing dans le ventre. Il déglutit difficilement. « Je ne savais même pas que tu existais », parvint-il à admettre. « Ta mère voulait me le dire, mais j'étais trop occupé. » Les yeux de Clara brillèrent de fureur lorsqu'elle s'avança. Marina le regardait avec crainte et envie. Clara le fusillait du regard comme s'il était son ennemi. Ricardo prit une profonde inspiration. « Oui,
j'étais trop occupé. C'était mon erreur, pas celle de ta mère. Son honnêteté sembla prendre Clara par surprise, ses épaules raides se détendirent légèrement. Que attends-tu de nous? Demanda doucement Marina, sa voix enveloppant la question comme un fil d'espoir. Ricardo marqua une pause, cherchant la vérité enfouie au plus profond de lui-même. Que désirait-il vraiment? Se racheter? Remplir une obligation? Ou voulait-il vraiment devenir père pour ces deux filles qu'il n'avait jamais connues? Finalement, il dit, je veux te connaître. Et je veux prendre soin de toi, si tu me le permets. Tout le monde dit ça, murmura Clara en croisant les bras plus fort. Les Ramirez le disaient aussi. Les yeux de Marina se remplirent de larmes lorsqu'elle expliqua, ils allaient nous adopter. Ils disaient qu'ils nous aimaient, mais dès qu'on se comportait mal, ils hurlaient et nous affamaient. Ricardo sentit une rage froide l'envahir, féroce et brûlante, comme lorsqu'on avait tenté de l'arnaquer en affaires, mais en plus intense. Ça n'arrivera pas avec moi, dit-il fermement, d'une voix assurée. Les lèvres de Clara se retroussèrent de scepticisme. Comment savons-nous que c'est vrai, lança-t-elle. Il marqua une pause, réfléchissant à la manière de rassurer deux enfants traumatisés. Comment te prouver que je ne te ferai pas de mal? Je ne peux pas, admit-il doucement. Tu devras me faire confiance. Et je devrais mériter cette confiance chaque jour. Marina se pencha un peu plus près, la voix pressante. On doit venir avec toi tout de suite. Ricardo secoua doucement la tête. Pas avant d'être prêt, mais tu ne peux pas continuer à dormir dans la rue, c'est dangereux. Nous prendrons soin de nous-mêmes, dit Clara d'un ton de défi, la fierté et la peur se disputant dans son ton. Le regard de Ricardo s'adoucit. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Laisse-moi t'aider. Soudain, Lucia apparut de derrière un arbre voisin, avançant lentement et doucement pour ne pas les effrayer. Bonjour, Marina. Bonjour, Clara. C'est Lucia. Vous vous souvenez de moi? Marina hocha la tête, reconnaissant peu à peu. Tu as travaillé avec maman, dit-elle doucement. Clara fut prise de panique. Tu vas nous ramener chez les Ramirez? Non, répondit fermement Lucia en s'agenouillant à leur hauteur. Tu n'auras plus jamais à y retourner. Mais il faut te trouver un endroit sur ce soir. Ricardo se redressa et proposa, tu peux rester chez moi. Tu auras ta propre chambre. Les filles échangèrent un regard silencieux. On peut rester ensemble, demanda Marina. Bien sûr, répondit doucement Ricardo. Clara hésita avant d'ajouter, et si ça ne nous plaît pas, on peut partir? Ricardo, instinctivement, lui criait de ne pas faire de promesses qu'il ne pouvait contrôler, mais il ne s'agissait pas de négociations commerciales. Oui, dit-il finalement. Si tu ne te sens pas en sécurité avec moi, tu peux partir. Clara l'observa d'un œil prudent, comme si elle cherchait un mensonge. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Mais juste pour ce soir. Juste pour ce soir, acquiesça Ricardo. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Ricardo réalisa qu'il venait de faire la promesse la plus importante de sa vie et pour la première fois, il n'était pas sûr de pouvoir la tenir. Marina lui prit la main droite avec hésitation, Clara garda ses distances, mais ne s'éloigna pas. C'était un petit début, mais un début quand même. Une fois à l'intérieur de la voiture, Ricardo jeta un coup d'œil dans le rétroviseur aux deux fillettes qui, épuisées, s'étaient déjà endormies sur la banquette arrière. Dans ce moment de silence, il comprit que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus seulement Ricardo Mendoza, PDG milliardaire, il était désormais père, et il ne savait absolument pas comment l'être. Cette nuit-là, la maison de Ricardo à Las Condes semblait étrangement vide, malgré la présence de plusieurs personnes sous son toit pour la première fois depuis des mois. Il avait préparé la chambre d'amis avec 2 lits simples, mais les filles insistèrent pour en partager un. Marina s'endormit presque aussitôt, blottie contre Clara. Clara, quant à elle, resta éveillée, les yeux fixés au plafond tandis que le clair de lune dessinait de doux motifs dans la pièce. Ricardo hésita sur le pas de la porte avant de demander doucement, « Avez-vous besoin de quelque chose? Pourquoi maman ne nous a-t-elle pas parlé de cette maison ?» La voix de Clara résonnait faible dans l'obscurité. Ricardo entra et s'assit sur la chaise près du lit. Il savait pertinemment que cette maison n'avait jamais été un foyer, seulement un endroit où dormir entre 2 journées de travail. « Tu aimais maman ?» La question de Clara leur parvint doucement, simple et directe comme seule une question d'enfant peut l'être. La poitrine de Ricardo se serra.
Oui, dit-il au bout d'un moment, mais je ne savais pas comment le lui montrer. Clara se tourna vers lui. Maman disait toujours que l'amour ne servait à rien s'il n'était pas manifesté. Ces mots le frappèrent comme une gifle douce mais précise, comme Carolina l'avait dit lors d'une de leurs dernières disputes. Tu as raison, admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle avait raison sur beaucoup de points. Le lendemain matin, Ricardo annula toutes ses réunions. C'était lundi, et il aurait normalement dû être à son bureau à 6 heures, mais lorsqu'il en sortit enfin, il trouva les filles assises au comptoir de sa cuisine, les yeux fixés sur l'élégante machine à café comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. « Tu sais préparer le petit déjeuner ?» demanda Marina avec curiosité, les yeux écarquillés. Ricardo réalisa qu'il n'avait pas cuisiné depuis des années, sa gouvernante venait 3 fois par semaine, mais pas aujourd'hui. « On peut commander quelque chose ?» suggéra-t-il, mais Clara recula. « Les Ramirez commandaient toujours à manger » dit-elle avec dégoût. « Ta mère t'a appris à cuisiner des œufs brouillés » lui rappela Ricardo. « Alors apprends-moi » dit Clara en croisant les bras comme un chevalier se préparant à un duel. Au cours des 2 heures qui suivirent, la cuisine se transforma en une salle de classe pleine de petites révélations. Marina se déplaçait avec précaution et ordre, cassant les œufs et les mélangeant avec une prudence mesurée. Clara, impulsive mais créative, expérimentait avec les épices, ajoutant une pincée de sel ici, une pincée de poivre là, puis goûtant le mélange avec une curiosité débridée. Ricardo observait avec émerveillement les jumelles communiquer silencieusement par de rapides regards. Marina protégeait Clara lorsqu'elle semblait nerveuse, Clara lui adressait un sourire rassurant quand les choses se compliquaient. Pourtant, il voyait aussi à quel point elles avaient été forcées de grandir beaucoup trop vite. Alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, mangeant leurs œufs brouillés fraîchement préparés, la voix de Clara rompit le silence. « Quand vont-ils nous renvoyer ?» Ricardo secoua la tête. « Je ne vais pas t'envoyer nulle part, mais il faut que les choses se passent dans les règles. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Marina semblait perplexe, mais ferme. « Ça veut dire que je dois te prouver que je peux prendre soin de toi, » expliqua Ricardo. « Que j'ai du temps pour toi et que je peux être un bon père. »« Comment apprend-on à être père ?» demanda Marina en penchant la tête comme pour scruter ses pensées. Ricardo se tut. Cette question l'avait tourmenté toute la nuit. Comment apprendre à être ce qu'on n'a jamais été? Cet après-midi-là, alors que les filles exploraient sa vaste maison, Ricardo reçut un appel de Lucia. « J'ai autre chose de Carolina, » dit-elle. « Vous devriez venir à mon bureau. » 1 heure plus tard, Lucia lui tendit un carnet usé, relié en cuir. « Carolina écrivait dessus tous les jours à la maison, » dit-elle doucement. « Le directeur a pensé que tu devrais le garder. » Les mains de Ricardo tremblaient lorsqu'il ouvrit le carnet. L'écriture familière de Carolina remplissait chaque page. Il lut des notes datées du 15 janvier, « Les filles bougent beaucoup aujourd'hui. » Marina semble plus calme, mais Clara continue de s'agiter. « Je pense qu'elle va être comme Ricardo, toujours agitée, toujours à tout remettre en question. » Le 22 janvier, j'ai rêvé que Ricardo venait me chercher, qu'il me prenait dans ses bras et me disait que tout irait bien, mais je me suis réveillé et je me suis souvenu à quel point il était devenu froid. Comment expliquer à un homme que le succès n'est pas tout quand c'est tout ce qu'il connaît? Le 3 février, j'ai parlé avec une autre mère aujourd'hui. Son mari l'a quittée en apprenant sa grossesse. Au moins, Ricardo ne ferait pas ça, non? Mais parfois, je me demande, qu'est-ce qui est pire? Être abandonné ou avoir quelqu'un qui vit avec soi sans jamais être vraiment là. Chaque phrase lui semblait la voix de Carolina s'élever au-dessus de l'abîme des années. Ricardo continuait sa lecture, chaque mot le transperçant comme une confession qu'il avait eu trop peur de faire. En serrant le carnet contre lui, il savait que ce n'était que le début de son voyage, un voyage qui le forcerait à devenir père d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. 10 février. Les filles sont nées la nuit dernière. Marina n'a gémi qu'une minute avant de se muer en doux roucoulements curieux tandis qu'elle observait le monde qui l'entourait. Clara, en revanche, a pleuré pendant 1 heure entière, ses sanglots tremblant comme si elle pressentait déjà la dureté de la vie qui l'attendait derrière ses cils fragiles. Les 2 sœurs partagent le regard sombre et pensif de Ricardo. J'espère que c'est le seul héritage qu'elles reçoivent de lui. Carolina a toujours espéré que ses filles reflèteraient son regard saisissant, mais jamais sa froideur réservée. 20 février. J'ai épanché mon cœur dans des lettres adressées à Ricardo, mais aucune ne quitte cette page. Comment avouer à quelqu'un qu'on aime que la peur nous lie? Non pas la peur qu'il me fasse du mal, mais la crainte que son indifférence blesse nos filles plus profondément que n'importe quelle gifle.
25 février. Aujourd'hui, Marina affichait un petit sourire radieux, un rayon inattendu qui illuminait son petit visage. Clara garde son air sérieux, mais lorsque les lèvres de Marina se courbent, ses traits s'adoucissent aussi. Maintenant, elles veillent l'une sur l'autre, comme liées par une promesse silencieuse. Je prie pour que ce lien ne se brise jamais. 28 février, dernière entrée. Demain, j'affronterai Ricardo. Je lui révélerai tout, les lettres non envoyées, l'amour frénétique qui transparaît à chaque ligne. Les filles méritent de connaître leur père, ils méritent d'avoir la chance de les connaître. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard pour aucun d'entre nous. Ricardo ferma le carnet et resta assis en silence pendant plusieurs longues minutes, le poids des derniers mots de Carolina pesant sur sa poitrine. Elle avait peur de moi, murmura-t-il enfin. Pas de toi, corrigea Lucia, le regard fixe et inébranlable. Elle avait peur de la vie que vous auriez pu partager ou plus précisément, de celle que vous n'avez jamais construite. Ricardo s'agita sur son siège, absorbant ses paroles. La bonne question n'était pas de savoir s'il pouvait changer, mais s'il était prêt à essayer chaque jour jusqu'à la fin de ses jours. Il repensa à la question innocente de Marina, comment apprend-on à être père? Et au regard provocateur et entendu de Clara. Il se souvint des lettres de Carolina, jamais envoyées, pleines d'espoir et de tristesse. Oui, dit-il lentement, la voix rauque de détermination. Je suis prêt. Alors, il y a peut-être de l'espoir, répondit doucement Lucia. Mais n'oublie pas, les filles te mettront à l'épreuve. Elles verront si tes actes correspondent à tes paroles. Pour la première fois de sa vie, Ricardo se retrouvait face à un défi que sa fortune ne pouvait résoudre. Il ne pouvait ni signer un chèque pour acheter leur pardon ni imposer leur loyauté par le pouvoir. Il allait devoir devenir un homme meilleur. Et cette perspective le terrifiait plus que n'importe quelle confrontation au sein d'un conseil d'administration. Cela fait 2 semaines que les filles sont arrivées au manoir de Ricardo. Marina s'est adaptée avec une facilité remarquable, trottant dans les couloirs cossus, ses petites mains effleurant les surfaces en marbre, s'interrogeant sur tout ce qu'elle voit. Clara reste sur ses gardes, ses yeux sombres voilés de méfiance. Ce matin, Ricardo a choisi de travailler de chez lui. Il était plongé dans une visioconférence cruciale lorsque des voix aiguës ont retenti dans la cuisine. « Je ne veux pas aller dans cette école. » Les protestations de Clara ont brisé le silence. Ricardo raccrocha sans hésiter et courut jusqu'à la cuisine, où il trouva Clara fermement plantée devant Lucia, les bras croisés, la défiance gravée dans chaque ligne de sa petite silhouette. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix tendue. « Clara ne veut pas aller à l'école que nous avons choisie, » expliqua calmement Lucia. C'est une institution formidable, avec des programmes spécifiques conçus pour les enfants traumatisés. Je n'ai pas besoin de programmes spéciaux, rétorqua Clara d'une voix cinglante et accusatrice. Je ne suis pas folle. Personne n'a jamais dit que j'étais folle. Ricardo s'avança, le cœur battant. Mais tu dois aller à l'école. Pourquoi? S'exclama Clara, les yeux flamboyants. Pour que je puisse être comme toi, assis dans un bureau toute la journée, ignorant les gens qui comptent pour moi. Ces mots s'abattirent comme des coups de poing, brisant les murs protecteurs que Ricardo avait érigés autour de lui. Marina, qui avait observé en silence depuis un coin proche, murmura à sa sœur, « Clara, il essaie de nous aider. » Clara se tourna vers Marina, les larmes aux yeux. « Tu le défends parce que tu veux un père parfait, mais il n'est pas parfait. S'il l'était, maman n'aurait pas eu à se cacher de lui. » Un silence de mort s'abattit sur la cuisine tandis que Ricardo percevait chaque syllabe comme si les lettres de Carolina avaient été prononcées à voix haute. Il expira lentement. « Tu as raison, » dit-il, la voix chargée de remords. « Je ne suis pas parfait. Ta mère a dû s'enfuir parce que je n'étais pas le mari qu'elle recherchait. » Clara le fixa, incrédule, comme stupéfaite par son aveu. Ricardo a poursuivi, « J'essaie d'apprendre. Une partie de ce cheminement consiste à m'assurer une éducation. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Je n'ai pas demandé de père, » s'écria-t-elle, la voix brisée. On s'en sortait très bien toute seule. La petite silhouette de Marina semblait trembler de colère contenue. On n'allait pas bien, Clara. On avait faim. On a dormi dans le froid. Maman est partie, et on a besoin de quelqu'un pour nous protéger. Clara recula, comme blessée par la trahison. Puis, sans un mot, elle se précipita vers l'escalier. Clara, attends, lança Ricardo en se précipitant à sa poursuite. Mais lorsqu'il atteignit le 2e étage,
la porte de sa chambre claqua. « Laisse-la tranquille, » murmura Lucia en le regardant s'inquiéter. Elle a besoin de temps pour digérer. 1 heure plus tard, Ricardo remonta l'escalier en catimini. La porte de Clara était entr'ouverte. À l'intérieur, la pièce était vide. La panique le saisit tandis qu'il se précipitait vers la fenêtre, la vitre était ouverte, le tuyau d'évacuation balafré par ses petites mains. Elle est partie. Le cri terrifié de Marina résonna dans les couloirs. Clara est partie, et c'est ma faute. Ricardo s'agenouilla et prit Marina dans ses bras. Ce n'est pas ta faute, murmura-t-il. Nous la retrouverons. Pendant des heures, Ricardo, Lucia et Marina passèrent au peigne fin tous les lieux fréquentés par les filles, le parc impeccablement entretenu, le café près du cimetière, les pierres tombales silencieuses où le nom de Carolina était gravé. Au crépuscule, le désespoir s'insinua dans les os de Ricardo, une peur primaire comme il n'en avait jamais connue. Où irait-elle? Demanda-t-il à Marina, la voix brisée. La lèvre inférieure de Marina tremblait lorsqu'elle répondit, elle parlait toujours de la maison où maman et moi vivions. Elle disait que c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Le foyer pour mères célibataires avait fermé ses portes des mois auparavant, mais Ricardo s'y précipita dans la lumière déclinante. Le bâtiment était abandonné, les fenêtres condamnées, un panneau, à vendre, grinçant au vent. Marina désigna une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. Ricardo ouvrit la lourde porte d'entrée et se figea au son d'une faible toux qui résonnait à l'intérieur. Il suivit le bruit jusqu'à un coin sombre de ce qui était autrefois la salle à manger. Clara s'y blottit, tremblante et fiévreuse. Ricardo s'agenouilla prudemment à côté d'elle. « Ça va ?» Clara leva la tête, le regard vitreux de maladie. « Je voulais être là où maman était heureuse », murmura-t-elle d'une voix rauque. Doucement, Ricardo entoura son corps glacé de ses bras. « Tu dois aller à l'hôpital. »« Tu vas me renvoyer ?» demanda-t-elle, la peur scintillant dans son regard. Ricardo la regarda dans les yeux, le cœur gonflé. « Jamais, promit-il. Tu es ma fille, Clara. Les parents n'abandonnent pas leurs enfants. » À l'hôpital, Clara se blottit contre lui dans la salle d'attente, laissant enfin la chaleur chasser ses frissons. Lorsque le médecin lui annonça la nouvelle, une légère pneumonie, facile à soigner, Clara poussa un soupir de soulagement et serra sa petite main dans la sienne. « Papa » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Ricardo sentit un mélange d'espoir et de tristesse l'envahir. « Tu peux m'appeler papa » dit-il d'une voix rauque. 3 jours plus tard, alors que Clara se rétablissait chez elle, Pablo Herrera arriva, apportant une nouvelle qui fit perdre ses couleurs à Ricardo. « L'enquête sur l'accident de Carolina a été rouverte » dit-il gravement en posant un épais dossier sur le bureau. Le pouls de Ricardo s'accéléra lorsqu'il ouvrit le dossier et découvrit un téléphone portable cassé. Des techniciens avaient extrait des données de ses entrailles brisées. « Carolina vous a appelé 3 fois le jour de sa mort » expliqua Pablo d'une voix douce mais ferme. Le dernier appel a eu lieu 5 minutes avant l'accident. Ricardo regarda les relevés téléphoniques récupérés. « C'est impossible. Je n'ai jamais reçu un seul appel d'elle ce jour-là. » Pablo désigna les journaux. Chaque appel entrant sonnait sur la ligne directe de son bureau, mais était coupé par le poste de la réception. Ricardo eut un frisson de froid. « Où est Maria Elena » demanda-t-il en faisant référence à sa fidèle secrétaire. Pablo a dévoilé une déclaration. Elle a démissionné 2 jours après les funérailles de Carolina et a déménagé à Valparaiso, a-t-il déclaré. Elle a admis avoir intercepté les appels parce qu'elle pensait que Carolina vous importunait. Elle voulait vous protéger des distractions. Des distractions? La voix de Ricardo tremblait de colère. Elle a traité ma femme enceinte de distraction? Pablo hocha la tête, voyant le visage de Ricardo se crisper de fureur. Ce n'est pas tout. Maria Elena admet que Carolina a essayé d'appeler plusieurs fois dans les semaines précédant sa mort. Elle les coupait toujours, disant que je ne voulais pas être dérangé. Ricardo se leva brusquement, sa chaise claquant derrière lui. Chaque révélation lui donnait l'impression d'être un nouveau poignard dans la poitrine. Carolina mourut, persuadée qu'il avait ignoré ses derniers appels à l'aide. Marina apparut dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Papa, on a entendu des cris. Tu vas bien ?» Le cœur de Ricardo se serra à la vue du regard inquiet de sa fille. « Je vais bien, ma chérie » dit-il d'un ton forcé et doux. « Où est Clara ?»« Elle dessine » répondit Marina. « Elle a fait un portrait de maman. » Dans le salon,
Clara était assise en tailleur par terre, des crayons de couleur dispersés autour d'elle comme un halo coloré. Son portrait, le visage de Carolina, saisi par des lignes douces et des teintes sincères rayonnait d'amour et de désir. Ricardo s'agenouillait à ses côtés, le vœu silencieux d'honorer chacun de ses sacrifices et de devenir le père dont ils avaient tous deux besoin. Sur le papier se trouvait un dessin étonnamment détaillé de Carolina, les lèvres courbées en un doux sourire, les bras tendus comme pour embrasser le monde. Clara leva les yeux du croquis, la voix rayonnante d'impatience. « Tu aimes ?» Le regard de Ricardo s'attarda sur le portrait. « Il est magnifique », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Les yeux de Clara brillèrent tandis qu'elle expliquait « Je l'ai dessinée heureuse parce que je pense qu'elle l'est maintenant, parce que nous sommes enfin avec toi. » Ricardo sentit ces mots le frapper comme un marteau, résonnant dans sa poitrine. Il s'agenouilla près de Clara et la serra tendrement dans ses bras. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Marina apparut à ses côtés, l'inquiétude mêlée d'espoir dans le regard. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle d'une voix douce mais insistante. Ricardo repensa aux lettres qu'elle avait écrites, aux pages de son journal remplies de nostalgie et aux appels désespérés qu'il n'avait jamais reçus. Il se souvint combien Carolina les aimait plus que tout au monde, comment chaque choix qu'elle avait fait dans ces derniers jours visait à assurer à ses filles un père, même si elle ne pouvait pas être présente. Ricardo ferma les yeux un instant, ressentant le poids de cette vérité plus intensément que jamais. Plus tard dans la nuit, lorsque Clara et Marina s'endormirent enfin, Ricardo resta seul dans son bureau, les dernières lettres de Carolina étalées devant lui. Relire ces mots sachant qu'elle était morte en courant vers lui était presque insupportable. Une douce lumière traversa la porte lorsque Pablo entra, 2 verres de whisky à la main. « Tu vas poursuivre Maria Elena en justice » dit-il doucement. Ricardo accepta le verre sans boire. « Non » répondit-il d'une voix ferme mais résolue, « la punir ne ramènera pas Carolina. » « Alors, que faire maintenant ?» Le regard de Ricardo se tourna vers l'escalier où ses filles dormaient profondément, véritablement en sécurité pour la première fois depuis des mois. Il leva son verre, but une gorgée de whisky et sentit sa chaleur lui brûler la gorge. « Je serai le père que Carolina voulait que je sois. Je ferai en sorte que Marina et Clara n'aient plus jamais à me rejoindre, car je serai toujours là. » Il reposa doucement son verre vide. Carolina est morte en essayant de nous donner une chance de fonder une famille. Je ne laisserai pas passer cette chance. 2 mois plus tard, Ricardo se tenait devant le tribunal de la famille, vêtu de son plus beau costume, mais se sentant plus vulnérable que jamais. Au premier rang, Marina et Clara étaient assises main dans la main, leurs yeux s'illuminant de nervosité et d'espoir, attendant la décision du juge. Le juge Hernandez, un homme d'une 60aine d'années austère, aux cheveux argentés et au visage ridé, examina les documents du dossier avant de lever les yeux vers Ricardo. « Monsieur Mendoza, commença-t-il, vous demandez la garde permanente de Marina et Clara Mendoza. Expliquez-nous pourquoi vous pensez que c'est la meilleure solution pour ces filles. » Ricardo se leva, son discours répété s'évanouissant sous le poids du moment. « Votre honneur, je ne peux pas vous promettre d'être le choix idéal. Il y a 4 mois, j'ignorais même l'existence de ces filles. J'ai commis de terribles erreurs, tant en tant que mari qu'en tant que personne. » De l'autre côté de la salle, le procureur du service national des mineurs, un jeune homme à l'expression sévère, se leva. « C'est exactement ce que je voulais dire, votre honneur, dit-il. Monsieur Mendoza reconnaît sa négligence. Ces filles ont été victimes de négligence et de traumatisme, elles ont besoin de stabilité professionnelle. » N'importe quoi, répondit Ricardo d'un ton féroce, tout en restant calme. Ce dont ils ont besoin, c'est du dévouement d'un jeune père, quelqu'un qui a peut-être des emplois du temps surchargés, mais qui est prêt à changer. Le regard du juge se porta sur Marina et Clara. Marina lui adressa un sourire timide et encourageant, les yeux gris de Clara étaient solennels mais attentifs. Le juge se tourna vers Ricardo. « Comprenez-vous le besoin de stabilité et êtes-vous prêt à apporter de réels changements à votre mode de vie ?» Ricardo redressa les épaules. « Je l'ai déjà fait. J'ai vendu 40% de mon entreprise pour consacrer du temps à ces filles. J'ai engagé un professeur particulier pour pouvoir être présent pendant leur scolarité. Nous avons commencé une thérapie familiale ensemble. » Le procureur s'est hérissé. L'argent ne résout pas les traumatismes profonds. Ces filles ont besoin de parents adoptifs expérimentés, pas d'un millionnaire cherchant à devenir parent. Ricardo eut un pincement au cœur, mais avant qu'il puisse répondre, Clara se leva. « Puis-je parler » demanda-t-elle d'une voix claire et ferme. Le silence se fit dans la salle d'audience.
Le juge fronça les sourcils de surprise. Tu es sûre, Clara? Elle s'avança avec une assurance qui fit taire tous les doutes. Oui, votre honneur. Clara fit face au procureur, son jeune visage figé par la détermination. Vous dites que nous avons besoin de parents adoptifs expérimentés. Nous avions déjà de l'expérience, c'étaient les Ramirez. Ils savaient comment nous faire sentir inutiles. Le procureur se déplaça, mal à l'aise. Vous dites que mon père veut nous acheter. Il ne peut pas acheter quelque chose qui lui appartient déjà. Nous sommes ses filles. Il est notre père, même s'il ne l'a découvert que récemment. Clara se tourna vers Ricardo et sourit, ses yeux gris brillants. Il est parfait. Il fait des erreurs, oui, mais sait-il tresser les cheveux ou confectionner de jolies boîtes à lunch? Il n'en a aucune idée. Un léger rire parcourut la salle d'audience. Elle captura leur attention, poursuivant sans hésitation. Quand j'ai eu une pneumonie, il est resté éveillé toute la nuit à prendre ma température. Quand Marina faisait des cauchemars à propos de maman, il s'asseyait par terre à côté de notre lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il ne le fait pas parce qu'on le lui a dit, il le fait parce qu'il nous aime. Des larmes coulaient sur le visage de Ricardo tandis que Clara parlait. Elle se tourna de nouveau vers le procureur. Vous dites que nous avons besoin de stabilité. Nous avons vécu dans 3 maisons différentes en un an. La seule stabilité que nous ayons jamais connue, c'est avec lui. Clara retourna à sa place, et Marina se précipita pour embrasser sa sœur. La salle d'audience resta silencieuse lorsque le juge fit enfin signe à Marina. « Marina, êtes-vous d'accord avec votre sœur » Marina regarda son père avec un sourire timide et confiant. « Oui, votre honneur. Mais je voudrais ajouter quelque chose. » Elle prit une grande inspiration, trouvant la force de parler. « Mon père pense qu'il ne sait pas être père, parce qu'il n'a jamais eu à l'être auparavant. Mais nous non plus, nous ne savions pas comment être père. Nous apprenons ensemble. » Le juge se pencha en avant. « Et comment se passe cet apprentissage » Les yeux de Marina pétillaient tandis qu'elle énumérait les petits détails qu'il maîtrisait déjà. Il sait que Clara n'aime pas les petits pois et que je déteste me lever tôt. Il sait que Clara se fâche quand elle a faim et que je suis triste quand il pleut parce que ça me rappelle le jour de la mort de maman. Mais surtout, il nous a montré que si quelque chose arrive, quelqu'un viendra nous chercher. Avant, il n'y avait que Marina et Clara. Maintenant, c'est Marina, Clara et papa. Le juge Hernandez hocha lentement la tête, puis se tourna vers Lucia Vargas, l'assistante sociale en charge. « Madame Vargas, quelle est votre recommandation » Lucia se leva, d'un ton mesuré et compatissant. « Votre honneur, j'ai observé cette famille pendant 4 mois. J'ai vu un homme qui a entièrement restructuré sa vie pour le bien de ses filles. Plus important encore, j'ai vu 2 filles qui, pour la première fois depuis la mort de leur mère, se sentent véritablement en sécurité. » Le juge consulta ses notes pendant ce qui lui sembla une éternité. Finalement, il referma le dossier et prit la parole. « Monsieur Mendoza, la garde permanente est une énorme responsabilité. Ces filles ont déjà suffisamment souffert. Après mûre réflexion, j'accorde la garde permanente de Marina et Clara Mendoza à Ricardo Mendoza, avec une surveillance trimestrielle pendant la première année. » Une vague d'applaudissements légers emplit la salle. Marina et Clara bondirent de leur siège et se précipitèrent dans les bras de Ricardo, le serrant si fort qu'elles crurent qu'il ne les lâcherait plus jamais. « Est-ce que ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant » demanda Marina, la voix tremblante d'espoir. Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. « Nous avons toujours été une vraie famille, dit-il. Il nous a juste fallu du temps pour nous trouver. » Clara le regarda avec ses yeux gris familiers. « On peut aller prévenir maman » Ricardo hocha la tête, incapable de parler tant son émotion l'avait envahi. Ensemble, ils se dirigèrent vers le cimetière pour la première fois, non pas comme des étrangers apprenant à se connaître, mais comme père et fille ensemble, comme Carolina l'avait espéré. 6 mois après l'audience, par un dimanche pluvieux d'automne, Ricardo fut réveillé par le bourdonnement des rires et des murmures provenant de la cuisine. Il marqua une pause, se laissant envahir par ce bruit, empli d'une paisible stupeur. Il descendit l'escalier et trouva Marina en train de retourner des crêpes tandis que Clara pressait du jus d'orange frais. Le sol était recouvert de farine et le plan de travail jonché de fragments de coquilles d'œufs, mais pour Ricardo, la scène était parfaite. Il feignit la sévérité. « Tu cuisines encore sans surveillance » Marina rayonnait. « C'est la fête des pères. On voulait te faire une surprise, même si les crêpes sont un peu brûlées.
Clara hocha la tête en désignant la poêle. Oui, désolé. Elles sont un peu croustillantes. Ricardo les entoura de ses bras par derrière. Les crêpes brûlées, c'est mon truc. Clara rit. Tu mens, mais merci de mentir. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Marina présenta fièrement une carte faite maison ornée de dessins de fleurs. On l'a faite ensemble, dit-elle. Clara dessinait, et j'écrivais. Ricardo ouvrit la carte pour lire l'écriture soignée de Marina, merci de nous avoir appris qu'il est normal d'apprendre à être une famille. Clara le regarda timidement. Tu aimes ça? Il sourit, les larmes aux yeux. C'est parfait. Après le petit déjeuner, pendant que les filles s'habillaient, Ricardo jeta un coup d'œil à son téléphone. Des messages professionnels envahissaient l'écran, mais il les ignora. C'était dimanche, et le dimanche était désormais sacré. Marina apparut à la porte de son bureau. On peut aller voir maman aujourd'hui? Ricardo hocha la tête. Bien sûr. Commençons par acheter des fleurs. À la boutique, Marina a choisi des roses jaunes les préférées de Carolina et Clara des tournesols pour leur force et leur résilience ensoleillée. Ricardo a choisi des œillets blancs, simples, durables et purs dans leur dévotion. Cet après-midi-là, le cimetière était silencieux sous un voile de nuages gris. En se dirigeant vers la tombe de Carolina, Ricardo remarqua à quel point ses visites étaient différentes. Il ne venait plus seul, accablé par la culpabilité. Il venait maintenant avec des histoires, des rires et les petits bonheurs du quotidien. Elles s'assirent dans l'herbe devant la pierre tombale en marbre, déposant leurs fleurs dans le vase. Marina fut la première. « Maman » commença-t-elle, puis elle sourit à Clara. « J'ai rejoint la chorale. Je chante maintenant, comme toi. » Clara a ajouté, « J'ai eu un 1 en maths cette semaine, et papa a finalement appris à faire des tresses françaises, même si elles ont toujours l'air bizarres. » Ricardo les écoutait partager leurs réussites scolaires et leurs petits soucis, trouvant dans leurs paroles quelque chose de profondément apaisant. Puis Clara se tourna vers lui. « Tu veux dire quelque chose ?» Ricardo pressa sa paume contre la pierre froide. « Carolina, murmura-t-il, je crois que je comprends enfin ce que tu essayais de me dire dans ces lettres. Il ne s'agit pas d'être parfaite. Il s'agit d'être présente. » Il marqua une pause, ravalant la boule dans sa gorge. Les filles grandissent si vite. Marina lit des livres que je ne comprends pas, et Clara apprend le piano. Parfois, je me sens perdue, mais elles sont patientes avec moi, tout comme tu l'as été avec nous. Clara ajouta doucement, j'ai vendu l'entreprise la semaine dernière, enfin, la majeure partie. J'en ai gardé juste assez pour assurer notre sécurité. Pablo me prend pour une folle, mais je pense que tu comprendrais. Marina prit la main de Ricardo. Tu vas manquer le travail? Il sourit tristement. Au début, j'avais peur. Mais être ton père s'est avéré être un travail à temps plein bien plus intéressant. Ils restèrent assis tranquillement, écoutant le vent agiter les feuilles au-dessus de leur tête. Marina reprit la parole, d'une voix douce et émerveillée. Tu crois que maman est fière de nous? Ricardo écarta une mèche de cheveux du front de sa fille. J'en suis sûr. Regarde-nous, nous sommes exactement ce qu'elle voulait, une vraie famille. Clara appuya la tête contre son épaule. Tu sais ce qui est le plus étrange? Je ne fais plus de cauchemars du jour où maman est morte. Maintenant, je rêve de belles choses, comme le jour où tu as appris à faire des crêpes sans les brûler, ou quand Marina et moi t'avons appris à jouer au Uno. Ricardo ferma les yeux, souriant à ce souvenir. Je crois que ta mère nous regarde en ce moment, dit-il. Marina pencha la tête. Comment le sais-tu? Parce que regardez ce que nous avons construit, répondit-il d'une voix chaleureuse et assurée. Il y a un an, j'étais un homme seul, accablé par le travail. Vous étiez deux petites filles effrayées, sans famille. Et maintenant, nous sommes les Mendoza. Clara sourit, ses yeux gris pétillants. Exactement, nous sommes les Mendoza. En retournant à la voiture, Ricardo réalisa qu'il ne venait plus au cimetière pour pleurer ce qu'il avait perdu. Il venait célébrer ce qu'il avait trouvé. Carolina était morte en essayant de réunir sa famille, et malgré le temps, la douleur et un long apprentissage, son rêve s'était enfin réalisé. Dans la voiture, avec les filles qui chantaient à l'arrière et la lumière dorée de l'après-midi filtrant à travers les vitres, Ricardo comprit qu'il avait découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quelle affaire, il avait trouvé sa place dans le monde. Il était père, et pour la première fois de sa vie, il savait exactement ce que cela signifiait.
Merci de vous joindre à nous pour cette histoire émouvante des Mendoza. Si vous avez été touché par la transformation de Ricardo d'un homme distant et obsédé par le travail à un père aimant qui a compris que la famille vaut plus que n'importe quelle entreprise, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer. L'histoire de Marina, Clara et leur père nous rappelle que les secondes chances existent, mais seulement si nous sommes prêts à nous battre pour eux chaque jour. Vous êtes-vous identifié à l'un des personnages? Vous êtes-vous peut-être reconnu en Ricardo, aux prises avec de nouvelles responsabilités, ou en Marina et Clara, luttant pour préserver l'unité de leur famille? Dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué et si, selon vous, Carolina serait fière de la famille qu'elles ont finalement formée. Si vous avez apprécié cette histoire autant que nous, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui vous feront réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie, aux quatre coins du monde. Nous tenons à saluer notre communauté internationale.